Bon, alors, on avait donc le nombre de Reynolds. Vous vous souvenez du nombre de Reynolds? On l'a vu la fois passée. Donc, ça, c'est un truc à savoir. Hein. Le nombre de Reynolds, c'est la base de la base. Hein. C'est le truc cadeau, donc on sait ce que c'est. Donc, le nombre de Reynolds, tu te souviens, les forces d'inertie sur les forces visqueuses. Tu te souviens, on pouvait caractériser un écoulement incompressible par son nombre de Reynolds, et les écoulements qui avaient le même nombre de Reynolds, ils satisfaisaient, ils avaient la même solution en variable adimensionnelle. Bah, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pilou pilou pilou, on peut faire des choses quand le nombre de Reynolds il est très 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 petit, ou quand le nombre de Reynolds il est très 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 grand. Ben oui, parce que regarde, tu vois ce qu'on avait dit? Tu te souviens de ce qu'on avait dit? On avait dit que quand j'écrivais l'équation de conservation de bilan de la quantité de mouvement, tu te souviens, est égal à le gradient de la pression plus le terme visqueux ici. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que le premier terme, ici, celui-là, pilou, 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 ça, c'était les effets d'inertie, transport de la quantité de mouvement, et le dernier terme ici, pilou, 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 ça, c'est la diffusion de la quantité de mouvement. Et tu te souviens, je viens de le dire, mais tu dois t'en souvenir, c'est que le nombre de Reynolds, ici, là, le nombre de Reynolds, pirlou, pirlou, ouais, le nombre de Reynolds, là, le nombre de Reynolds, il est quoi le nombre de Reynolds? Eh ben, il est pirlou, pirlou, on va décocher, le nombre de Reynolds, c'est quoi? Ah, le nombre de Reynolds, c'est quoi? Ben, le nombre de Reynolds, c'est le rapport entre ce terme de rouge, voilà, sur le terme vert. Ben oui, le terme vert qui est là. Ok? Et tu divises l'un par rapport à l'autre, comme ça. Pirlo, 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 pirlo. Ok? Alors, tu vois tout de suite que si le nombre de Reynolds, il est tout petit, 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 mais vraiment petit, 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 petit. Ouais, toi, t'as fait petit, 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 mais vraiment petit, petit, petit. S'il est petit, 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 qu'est-ce que tu observes? Ça veut dire que le terme rouge, il est tout petit par rapport au terme vert. Et si le terme rouge, il est tout petit par rapport au terme vert, tu sais ce qu'on peut faire? On peut prendre le terme rouge et le foutre à la poubelle. Et on obtient des équations plus simples. On obtient l'équation où il n'y a plus le terme d'inertie. C'est ce qu'on appelle les équations de Stokes. Et les équations de Stokes, elles sont plus sympas que les équations de Navier-Stokes. Pourquoi? Parce que tu as enlevé le terme d'inertie, et le terme d'inertie, c'est un terme non linéaire. Il est difficile à résoudre mathématiquement. Donc les équations de Stokes, elles sont plus faciles. Alors, tu vois, on parle d'écoulement incompressible rampant. Creeping flow in English. Creeping flow. Pourquoi? Parce que ça veut dire, tu te souviens, le nombre de Reynolds pour une géométrie donnée, il est proportionnel à la vitesse. Donc tu as un fluide, tu as une géométrie. Si tu veux avoir un petit nombre de Reynolds, ça veut dire que l'écoulement est lent, lent, doucement. Il s'écoule doucement. Et c'est un écoulement qui se rampe. C'est des écoulements lents. C'est pas très fun. Par contre, si l'écoulement de Reynolds, si l'écoulement va vite, très très vite, à ce moment-là, le nombre de Reynolds devient très très grand. Et tu vois tout de suite que quand le nombre de Reynolds devient très très grand, ça veut dire que le terme rouge, il est très très grand par rapport au terme vert. Et donc tu peux éliminer le terme vert et tu obtiens ce qu'on appelle les équations de l'air. Ouais, attention, les équations de l'air, j'ai écrit que c'était des écoulements incompressibles
qui était stationnaire. Oh, si tu te souviens de ce que j'ai dit, juste à l'épisode précédent, j'ai dit que quand le nombre de Reynolds devient très très grand, l'écoulement devient instable. Donc tu vois ici, j'ai enlevé le terme transitoire. J'ai considéré des écoulements stationnaires. Ouais, bizarre ça, pas tout à fait juste. Mais vous allez voir qu'on va quand même le faire de temps en temps. Mais donc tu vois, les équations de l'air, c'est un truc un peu particulier. On va résoudre un écoulement en supposant qu'il est stationnaire. Or, comme il est toujours instable, ça n'existe jamais. Mais bon, là c'est juste pour les mathématiques, hein, c'est pour le fun. Donc tu vois, on a deux cas particuliers. Quand le Reynolds il est tout petit, on va utiliser l'équation de Stokes. Et quand le Reynolds est très très grand, c'est-à-dire lorsque les termes visqueux sont négligeables, on va écrire les équations de l'air. Vous allez voir qu'il y a des zones d'écoulement où il est pertinent de considérer que les termes visqueux sont négligeables et de considérer qu'il est légitime d'utiliser ce modèle simplifié. Ces écoulements, on les appelle du nom savant d'écoulements incompressibles irrotationnels. On reviendra là-dessus. Mais donc, tu as déjà compris qu'en fonction du nombre de Reynolds, tu peux prendre des équations plus simples. Ah oui, et tu sais, les mécaniciens des fluides et les mathématiciens, oui, on est des gens très très paresseux. S'il y a moyen de faire des trucs plus simples, on fait des trucs plus simples. Bon, maintenant, on va un peu simplifier l'histoire. On va donc prendre des écoulements simplifiés. Et tu vois, voilà. On a les écoulements simplifiés. Et on va donc faire des écoulements incompressibles, stationnaires, plans. Donc on est en 2D. Si on a des écoulements incompressibles, stationnaires, blancs, plan, pas blanc, plan. Ok, vous voyez, les équations que j'ai écrites sous forme tensorielle se réduisent à des équations avec deux composantes de vitesse, U et V. Donc, vous voyez, j'ai écrit ici mon champ de vitesse, pilou, voilà, un V, celui-là, mon vecteur V, il s'écrit avec deux composantes, U et V. Ok, et donc j'ai bien écrit, mais l'incompressibilité, la divergence de la vitesse qui vaut 0, plus la conservation de la composante horizontale de la quantité de mouvement, plus la conservation de la composante verticale de la quantité de mouvement. Tu vois ça? Piece of cake. Bon, quand tu as fait ça, on peut simplifier et faire un écoulement sous une seule composante. On va regarder ça, voilà. Et on va considérer un écoulement où il y a une seule composante de vitesse. Et on va considérer qu'il n'y a des variations de vitesse que le long de l'axe de la conduite. Ou le long de l'axe du plan. Ok, donc on a deux plaques verticales, au-dessus et en dessous. Et on a un écoulement unidirectionnel, donc un champ de vitesse qui va que dans la direction X. Ok, on dira d'un écoulement établi. Un écoulement établi est un écoulement dont le profil transversal de vitesse est le même, quelle que soit la section transversale de l'écoulement. Évidemment, cette section doit être transversale. Alors, c'est bien, c'est le premier écoulement que vous allez résoudre en séance d'exercice. Alors, regarde ce que tu fais. Si on a des écoulements incompressibles, stationnaires, plans, établis, on a dit, pilou, qu'il n'y avait pas de composante V. On a dit que toutes les dérivées par rapport à x valaient 0. S'il n'y a pas de composante v de vitesse, s'il n'y a pas de dérivée par rapport à x, tous les termes où il y a une grosse croix rouge disparaissent. Et donc tu vois que la première équation de la compressibilité disparaît. Il reste que la dérivée de dp dx est égale à 0. Non, il reste que la dp dx est égale à dp, on vertit, hein, on a écrit que la dérivée de dp dy valait 0. Et donc, on obtient l'équation simplifiée 0 égale moins dp dx mu du dx. Alors, ça veut dire que si j'impose un gradient de pression,
pour mon écoulement, ce gradient de pression est égal à la dérivée seconde du champ de vitesse. Et comme le champ de vitesse doit coller aux parois, parce qu'un fluide visqueux, il colle aux parois, on va avoir un profil parabolique de ce type-ci. Voilà, voilà. Et l'écoulement va descendre le gradient de pression. Ça veut dire qu'ici, le gradient de pression, la pression descend comme ça. Ben oui, pour faire avancer un fluide, il descend des hautes pressions vers les basses pressions. Donc on a ici P de x. Et donc vous voyez tout de suite que pour que le fluide ait une vitesse U positive, il faut que la pression, que le dP dx soit négatif. Extrêmement simple. Donc on a les deux écoulements types. L'écoulement entre deux plaques, où il y a un dP dx. Attention, tu te concentres Vincent ici. dP dx négatif, avec ici un mur fixe, et là un mur fixe. Tandis qu'ici, nous avons un autre écoulement où on a un mur qui se déplace à une certaine vitesse U, là un mur qui ne bouge pas, et pas de gradient de pression, et on a un profil de vitesse triangulaire. C'est logique, parce que si je dis, tu réfléchis un petit peu, que j'ai pas de gradient de pression, ouais, ici, le truc ne passe pas très vite au machin. Si j'écris que je n'ai pas de gradient de pression, tu vois là, pirlo, pirlo, si je n'ai pas de gradient de pression, là, comme ça, voilà, voilà, voilà. Si je n'ai pas de gradient de pression comme ça, pilou, pilou, eh bien, inévitablement, je suis obligé d'avoir soit un profil triangulaire. Tu vois, quand tu as un profil triangulaire, il y a dP dx qui vaut 0. Si dP dx il vaut 0, pirlou pirlou, qu'est-ce qui se passe? Bah, la dérivée seconde vaut 0 du profil de vitesse, donc la solution est une droite. J'ai deux conditions frontières. Vous voyez, dans chaque point ici, j'ai deux conditions frontières. Là, j'imposais que la vitesse valait 0 ici, et là, j'impose la vitesse ici et la vitesse nulle là. Et donc, ça impose mon écoulement de manière unique. Alors, ce qu'on peut encore faire, ça c'est entre deux plaques, on peut résoudre le même problème en conduite. Et là, on écrit les équations en coordonnées cylindriques avec R et X, X dans l'axe de la conduite, R dans l'aspect radial. Alors vous voyez que, comme vous l'avez vu en mécanique des milieux continus, pour l'écrire en termes de composantes, il faut tenir compte du fait que les opérateurs ont été modifiés. Et j'obtiens maintenant l'équation des écoulements incompressibles stationnaires axisymétriques établis, en annulant maintenant à nouveau les termes qu'il faut annuler. Hein. Donc tu annules quoi? Ce terme, il n'y a pas de composante U de V, donc celui-là disparaît. Il n'y a pas de dérivée par rapport à X, celui-là disparaît. Il n'y a pas de dérivée par rapport à X, celui-là disparaît. Il n'y a pas de dérivée par rapport à X, celui-là disparaît. Il n'y a pas de composante V, celui-là disparaît. Il n'y a pas de composante V, celui-là disparaît. Il n'y a pas de composante V, celui-là disparaît. Il n'y a pas de composante V, celui-là disparaît. Il n'y a pas de composante V, celui-là disparaît. Donc tu as dP dx qui vaut 0. Donc tu obtiens in fine l'équation des écoulements incompressibles stationnaires axisymétriques établis. Et la solution de ce problème-là, c'est aussi, oui, toujours un petit profil parabolique. Donc, quand vous avez un écoulement stationnaire établi dans une conduite, vous avez un profil parabolique. Attention, si le nombre de Reynolds devient important, ce qui va se passer, c'est que cet écoulement ne restera pas
stationnaire. Il deviendra turbulent et il deviendra instationnaire. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on verra un peu plus tard. Voilà, c'était la fin de ce petit post-as sur les écoulements incompressibles stationnaires établis. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures.